Ma vie s'éteint. La vue se brouille. Il ne reste plus que le souvenir. Je me souviens d'un temps où régnait le chaos. Un temps de rêves brisés, de terres dévastées. Mais par-dessus tout, je me souviens du guerrier de la route, l'homme que nous appelions Max. Pour comprendre qui était cet homme, il faut revenir à une autre époque. Quand le monde tournait au carburant noir et que fleurissaient dans les déserts de grandes cités de tubes et d'acier. Disparu, maintenant, balayé. Pour des raisons aujourd'hui oubliées, de puissantes tribus entrèrent en guerre, allumant un brasier qui les dévora toutes les deux. Sans carburant, elles n'étaient rien. Leur empire était de paille. Le grondement des machines octa et s'éteignit. Les chefs parlèrent, et parlèrent, et parlèrent encore. Mais rien ne pouvait endiguer le désastre. Leur monde s'écroula. Les villes explosèrent, provoquant une tornade de pillage. Un vent brûlant de terreur. L'homme commença à se nourrir de l'homme. Sur les routes régnait le cauchemar de la ligne blanche. Seuls les flibustiers les plus mobiles, les pillards les plus impitoyables survivaient. Les bandes prirent le contrôle des routes, prêtes à se faire la guerre pour un bidon de carburant. Dans ce maelstrom de pourriture, le commun des mortels était brisé, écrasé. Des hommes comme Max le guerrier. Dans le rugissement d'un moteur, il avait tout perdu. Et il devint un homme vidé, consumé, ravagé. Un homme hanté par les démons de son passé. Un homme qui errait sans but par les terres désolées. Ce fut ici, dans ce lieu maudit, qu'il réapprit à vivre. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 8. Cette semaine, émission voiture, bush australien, une bande de fous passionnés. Et oui, Mad Max dans sa voiture noire traverse le Westland comme un éclair. Il vire, il freine, hurle et klaxonne, mais n'évite pas Humungus. Pimpon, Mad Max not dead. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma quel est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, une émission un peu particulière car nous allons parler d'un film qui n'est pas exploité en salle ni en vidéo, en tout cas pour le moment, mais qui est en tournée dans une partie de la France et accompagné par son réalisateur pour le présenter. Il s'agit de Archaeologist of the Wasteland, réalisé par Melvin Z. Melvin Z, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation après des années de harcèlement pour que tu viennes. Non, mais je suis content d'être là. Voilà, donc quand même, on va être par honnêteté intellectuelle, on se connaît un petit peu, hein, donc parfois une certaine familiarité qui pourrait poindre dans... On se tutoie à l'antenne, voilà, d'accord. On se tutoie, voilà, faisons comme dans la vie un petit peu. Et pour m'accompagner, donc, il y a le docteur Erwan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Justine ne peut pas être des nôtres ce soir, ni Thibaut, car Thibaut a des problèmes domestiques de salle de bain. Voilà, qui sont des problèmes du quotidien qui l'empêchent d'être là ce soir. Alors qu'il a, voilà, il a des ça arrive passé 40 ans. Mais les gens vont croire qu'il y a un truc caché derrière ça, il a des fuites. Non, il a juste des problèmes de salle de bain, avec des problèmes de joints qui sont mal colmatés. Ouais, des problèmes de joints. Oui, voilà. Oui. Mal colmatés. Absolument, effectivement. Donc, comme je disais, Melvin, tu es là parce que tu as réalisé un documentaire, donc Archaeologist of the Wasteland, que tu accompagnes en salle depuis le début de l'année. Tu aurais dû avoir un peu plus de projections prévues s'il n'y avait pas eu cette chose qui s'appelle le confinement. Tout à fait. Mais donc, t'es passé à Nantes, t'es passé à Rennes, t'es passé à Poitiers et tu seras jeudi prochain, le 29 octobre, en séance à l'Arvor. Donc, il y aura ton documentaire, ensuite Mad Max 2 de
de George Miller. Et donc avant ça, on a voulu parler un petit peu avec toi de ton documentaire et de ton rapport, on va dire, à la saga Mad Max, puisque dans le monde des fans, des passionnés de Mad Max, on va dire que tu es connu comme le Mad Maxologue français. Oui. Voilà, on peut le dire sobrement, puisque ça fait à peu près une dizaine d'années que tu travailles sur le sujet. Tu as un livre qui est en cours d'écriture qui devrait paraître normalement à l'horizon 2022 chez Rouge Profond. Oui. Voilà, donc c'est ça. En termes de timing, c'est à peu près ça. Je vais être large là-dessus, parce qu'on sait que le monde de l'édition n'est pas très fiable, hein, là, qu'il y a parfois des retards. Et car en fait, si je ne dis pas de bêtises, hein, tu m'interromps bien évidemment. Donc, tu avais commencé la rédaction de cet ouvrage car tu trouvais qu'il n'y avait que des âneries qui étaient écrites sur Mad Max, et tu t'es dit que ce serait bien d'écrire un truc un peu sérieux là-dessus. Oui. Voilà, et donc quoi de mieux pour faire ça que de partir sur place et de mener enquête auprès des gens qui ont fait les films, enfin qui ont fait la trilogie Mad Max entre 1979 et 1985. Donc tu as fait quand même beaucoup d'entretiens, à peu près 90 si je ne me trompe pas. Je viens de faire ma 101e interview avec le directeur artistique de Mad Max 2 et de Mad Max 3, Graham Walker. Donc voilà, donc ça fait quand même beaucoup d'entretiens, et notamment au fur et à mesure de tes pérégrinations sur le territoire australien, tu as été amené à aller à Silverton dans la Nouvelle-Galles du Sud, où a été tourné Mad Max 2. Oui. Et à Silverton se trouve Adrian Bennett, un Anglais qui a quitté son pays il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années pour ouvrir le musée Mad Max 2 à Silverton, justement. Il a récupéré plein de choses du tournage de Mad Max 2, que ce soit des bouts de voiture, des vêtements, des photos d'exploitation. Et donc, il a ouvert ce musée à Silverton, qui a pris une certaine importance. Et par le biais d'Adrian, toi aussi, tu as pu rencontrer d'autres gens, d'autres passionnés et d'autres gens du tournage. Et en 2015, sur le lieu du tournage du camp de Mad Max 2, donc le Compound, ils avaient décidé de faire des fouilles pour retrouver des choses qui auraient été abandonnées là-bas, en tout cas enterrées sous terre sur cette terre sacrée aborigène. Et donc toi, tu étais venu avec ta caméra pour suivre une partie du chantier. Et ben voilà, tout est dit. Voilà, merci, au revoir, à la semaine prochaine. En gros, c'est ça, c'est un peu le plot du film. Et donc, tu reviens sur le parcours de Adrian et sur ces fouilles-là, avec aussi différents techniciens et puis des cascadeurs du tournage, notamment Max Aspin, qui était un des chefs cascadeurs. On va y revenir un petit peu après, mais voilà, donc c'est ce projet-là en fait que tu suis. Ça a été tourné en 2015 et ça sort que maintenant, suite, on va dire, à quelques questions de production sur lesquelles on va revenir. Mais voilà, je voulais savoir déjà quel est ton rapport à Adrian, et pourquoi est-ce que tu as décidé finalement peut-être de faire ce documentaire. C'était une commande ou c'est une volonté personnelle? Donc Adrian, je l'ai rencontré la première fois que je suis allé en Australie en 2013. C'était une des personnes que je voulais le plus rencontrer sur la liste des choses que j'avais à faire, parce que je savais qu'il avait une connaissance encyclopédique de Mad Max 2. Et il y a 7 ans, j'étais encore en train de chercher énormément de renseignements, même si je pensais que mon travail était beaucoup plus abouti que ce que j'ai réalisé dans les années qui ont suivi. Et donc, suite à cette rencontre, on est devenus rapidement de bons copains. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis retourné plusieurs fois en Australie et je suis retourné, passer du temps chez lui. Donc, pour discuter essentiellement du film, parce que même s'il en parle tous les jours avec les touristes qui viennent au musée, c'est pas comme s'il avait l'habitude de croiser des gens qui s'intéressent vraiment aux choses auxquelles la plupart des fans ne s'intéressent pas forcément. Et moi, de mon côté, j'étais content de tomber sur quelqu'un qui avait à peu près toutes les réponses à peu près toutes les questions, même celles que j'ignorais encore, que je me posais sur le film et la fabrication du film. Après, quand l'idée du documentaire, vraiment à l'origine, c'était pour faire un documentaire sur lui, son travail en tant que fan ou en tant que gardien de musée, quoi. Ouais, voilà. Et puis au fur et à mesure que au fur et à mesure qu'on a tourné le film, et puis surtout au fur et à mesure du montage, je me suis rendu compte qu'en fait mon ambition était un peu limitée au début, et on essayait de faire plutôt un film sur ce que c'est que quand un fan devient
quelque chose d'autre qu'un fan. Et en gros, expliquer pourquoi est-ce que quelqu'un qui collectionnait des DVD sur ses étagères ou des posters ou acheter des trucs sur eBay comme la plupart des fans peuvent faire, se retrouve à déménager avec armes et bagages, son chien et sa femme, ses trois de ses enfants, et à partir vivre dans l'un des déserts les plus inhospitaliers du monde. Parce que Adrian, donc, c'est un Anglais qui a grandi dans des banlieues Qui a grandi à industrielles. Bradford. Ouais, voilà. Et donc un milieu un peu prolo. Lui, il était fan de moto, il était plutôt biker, comme pas mal d'Anglais, enfin, en tout cas de jeunes Anglais à l'époque. Biker, mais sans que ça soit. Oui. C'était un. Oui, c'est pas les comme Angels, garagiste. Voilà, donc c'était plutôt quand même un fan de mécanique et il en parle à un moment donné dans le documentaire. Donc il a vu Mad Max 1 et 2 lors d'un double programme lors de la sortie de Mad Max 2 en Angleterre. Et pour lui, il en avait un peu rien à faire du cinéma. Ce qu'il voulait juste, c'est faire des tours de moto et aller boire des coups au pub avec ses potes, ce qui est tout à fait honorable en soi. Et donc, quand il a vu les deux films, il a eu un choc esthétique majeur, on va dire, un bouleversement qui l'a tourneboulé. Et donc, de là, il s'est mis à refaire des voitures chez lui, notamment la Black on Black, la Black Poursuite de Mad Max. Et au fur et à mesure de sa passion qui devenait grandissante, il a décidé que tant qu'à faire, pourquoi pas bouger sur place en Angleterre. Et je trouve que cette partie-là, dans le documentaire, tout ce qui concerne Adrian et puis son parcours, c'est des choses qui sont vraiment très très émouvantes parce que souvent quand on parle à des fans ou qu'on voit des fans un peu extrêmes de films, souvent ils sont un peu bizarres ou un peu gênants, alors que chez Adrian, je trouve que c'est pas le cas du tout. Je trouve qu'il est très touchant et qu'il a quand même du recul sur sa passion et sur son amour de Mad Max. Oui, il y a ça. Et puis il y a aussi l'approche qui a été choisie par le monteur de tourner les choses d'une certaine manière. Et puis de son côté, Adrian, depuis une dizaine d'années qu'il est en Australie, a répondu à des centaines et des centaines d'interviews. Donc il sait il sait grosso modo ce qu'il veut dire de lui-même, quoi. Donc ça, il en est pas dupe, quoi. Après, ça reste une histoire qui est à la fois émouvante et puis surtout qui m'a vraiment impressionné, parce que après il y a un peu aussi une relation un peu miroir, toute proportion gardée, parce que quand lui et moi on s'intéressait à Mad Max pour des raisons différentes. Lui, comme il est dans les trucs de garagiste, il est parti à reconstruire une voiture, et donc moi je suis parti à acheter des livres, à faire quelque chose de différent, mais à creuser le sujet. Et puis lui comme moi, on s'est rendu compte qu'à un moment il fallait qu'on parte en Australie pour voir le pays où le film avait été fait. Et lui comme moi, on pensait que ça allait être la conclusion de notre voyage dans Mad Max. Et pour nous deux, ça, on s'est rendu compte en allant là-bas qu'en fait, on venait de terminer l'introduction et qu'on attaquait le premier chapitre. Alors, toute proportion gardée, hein. Moi, j'écris un livre de temps en temps, et puis j'ai fait ce documentaire-là. Lui, il est parti vivre là-bas, donc c'est une différence énorme. Ouais, mais finalement, vous êtes dans le même processus quand même, parce qu'il y a quand même cette idée de reconstitution, quoi. Alors lui, c'est très matériel, c'est sur les automobiles. Il y a aussi quelque chose. Après, toute proportion gardée, c'est que lui comme moi, on a apprécié le film, donc à des degrés divers, hein. Moi, comme un peu plein de gens de ma génération, les trois premiers Mad Max, ça représentait quelque chose. C'était super chouette de les voir. Et puis on a baigné dans un monde où culturellement, c'était déjà des films qui avaient une importance considérable, quoi. Quand j'étais gamin, avant de pouvoir voir les films, on entendait déjà parler de Mad Max, ça avait une réputation comme des films comme Orange Mécanique qu'on pouvait pas voir, mais dont on connaissait les gimmicks ou les images, l'uniforme, les bagnoles. Enfin, on avait 2-3 images et on fantasmait là-dessus, quoi. Moi, je me souviens du collège, où je me souviens notamment d'avoir qu'il y a un temps très long entre le moment où on m'a raconté la scène du boomerang dans Mad Max 2 en me disant waouh, le mec il lui coupe les doigts et tout. T'as 12-13 ans, tu te dis mais ça a l'air incroyable ce truc, et il a fallu quasiment 20 ans, quoi, pour que je voie le film, peut-être un peu moins, mais voilà. Et c'est là que j'ai fait le truc du boomerang, quoi. Donc c'est vrai que moi je me souviens que ça faisait partie des films dont on entendait parler, effectivement, qu'on n'avait pas, qui étaient films pour les grands, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Donc dans ce contexte-là, des films de grands frères, voilà, on est nombreux à apprécier le film. Certains vont creuser les choses un peu plus que d'autres. Certains ont des collections vraiment impressionnantes. Enfin, ils passent toute leur vie et ils mettent tout leur argent. Mais Adrian, il a fait quelque chose d'un peu différent. C'est que lui, il était obsédé à l'idée de transformer sa collection en quelque chose de pédagogique et de un truc de transmission, quoi. D'accumuler énormément de choses et de consacrer sa vie
pas seulement consacrer sa vie au film, mais consacrer sa vie à expliquer aux gens Le pourquoi partager, est-ce que quoi. le film est à ses yeux important. Entre faire un musée ou écrire un livre, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a énormément de correspondance. C'est-à-dire que lui, il est pas très à l'aise à l'écrit, il est plus à l'aise à fabriquer un musée, puis à fabriquer des répliques des voitures, et puis en discuter avec les gens. Moi, ça, c'est pas trop mon truc. Je suis plus à l'aise à aller à la cinémathèque et passer des heures dans les archives à récupérer des documents. Donc, au final, il y a un truc vraiment complémentaire, mais une démarche qui, par moment, on voit qu'il y a quelque chose de... Après, voilà, je le répète, toute proportion gardée, parce que moi, je mange pas, je dors pas, et je passe pas ma vie à faire que Mad Max, même si pour certaines personnes un peu, et d'une certaine manière un petit peu, Pas assez, mais quand même, enfin, je vis pas dans le. Lui, après, c'est aussi une des choses sur lesquelles j'ai un peu changé de mon fusil d'épaule par rapport au documentaire, c'est que je me suis rendu compte que le sujet du documentaire d'aller creuser dans le désert, au final, c'était marrant, mais c'était pas aussi intéressant que le parcours de ce gars-là qui, la première fois, enfin, c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui aimait tant un film qu'il est parti à l'intérieur du film. Vivre dans l'œuvre cinématographique elle-même. C'est-à-dire qu'il est entouré des costumes du film, il est entouré des gens qui ont participé à la fabrication du film, il est dans les décors du film où il a été tourné, et il vit vraiment là-dedans. Alors évidemment, il passe pas son temps à aller violer des gens sur la route ou construire, mais bon, Chercher de l'essence. je pense qu'il est au plus près de ce que je connais. Enfin, je vois pas d'autres exemples de gens qui auraient pu partir vivre dans un univers fantasmagorique à ce point-là. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare. C'est vrai qu'il n'y a pas de. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de gens qui iraient vivre, tu vois, en Nouvelle-Zélande pour vivre dans le monde du Seigneur des Anneaux, quoi. Tu vois, qui iraient dans les montagnes spécialement, construire des parcs. Peut-être que ça existe, hein, mais. Dans le monde du Seigneur des Anneaux, c'est un peu compliqué parce que les trolls, les hobbits, Il y a peut-être des gens qui vont dans le Marais Poitevin pour faire des films d'Éric Rohmer. Enfin, oui. Alors que là après, peut-être. On est aussi sur un truc, c'est-à-dire que des jeunes marginaux entre guillemets qui passent leur samedi après-midi à prendre des bagnoles, des pick-up défoncés pour aller faire ce qu'ils appellent du bush bashing, c'est une réalité de la campagne australienne. Ce qui nous apparaît pour nous Européens comme étant un film de science-fiction, genre les décors c'est des décors de science-fiction, le monde c'est un monde de science-fiction, les personnages sont des personnages de science-fiction. Pour les Australiens, c'est beaucoup plus flou que ça. C'est plus de l'anticipation, quoi, finalement, que de la. Ouais, c'est juste un décalage de leur réalité, quoi. Parce qu'au final, c'est à un moment, il y a un des personnages qui est surnommé Batman dans le film, qui est un photographe de Broken Hill, qui a joué le rôle d'un des motards du film et qui dit dans le documentaire que il faisait ça avant, quoi. Il continuera à le faire si la loi les autorisait toujours, quoi. Mais que en fait, pour pas mal de gens d'Australiens, Mad Max 1 et Mad Max 2, c'est des films qui leur rappellent leur quotidien, qui leur rappellent leurs vacances, les dernières vacances, quoi. Enfin, des films de motards, quoi, des films de blues en noir, des films de blues en noir pour être des films de Zazou. Ouais, et donc en plus Adrian avec son musée qui a été ouvert en 2010, maintenant il a pris quand même. Il a pris de l'ampleur, on va dire qu'il était beaucoup plus grand que ce qui était prévu au départ finalement, parce qu'il a récupéré d'autres véhicules, il a récupéré d'autres costumes. Depuis la sortie, depuis le 2015 où on a tourné le documentaire, il a récupéré l'une des pièces après lesquelles il courait le plus, qui est la véritable interceptor du film. Donc ils en avaient deux, une voiture cascade et une voiture pour les gros plans. Donc la voiture pour les gros plans est partie dans des musées aux États-Unis ou en Floride il y a très longtemps. Et il restait la voiture cascade, celle qui explose, qu'on voit exploser dans le film, qui est en moins grosse forme, qui était chez quelqu'un de Broken Hill qu'on voit dans le film et puis qui est décédé depuis. Donc la famille a offert, a légué religieusement. Il y avait un buggy, ce qu'on appelle le snack truck, un pick-up rouge, et cette fameuse carcasse complètement défoncée, mais qui représente une sorte de Graal et devant lesquels maintenant des gens de la planète entière viennent
pour quasiment se recueillir d'un point de vue quasiment religieux, quoi. Enfin, c'est vraiment des icônes sacrées, quoi. Donc il y a ça c'est le truc qu'il voulait absolument faire. Et puis ils sont en train de préparer le 40e anniversaire de Mad Max 2 qui devait avoir lieu en 2021 et qui est repoussé à 2022 et pour lequel ils sont en train de reconstruire à l'identique le campement du film. On va revenir tout à l'heure sur cette dimension sacrée, peut-être du cinéma, mais avant ça, on va faire une pause. Petite pause musicale, non, c'est ça? Pas une petite pause musicale, avec un extrait de ton documentaire où justement Adrian Bennett te raconte la découverte de Mad Max au cinéma. There was, this particular occasion that we'd all met up down at the, it was called the Mona Lisa Cafe down in Bradford in the city centre. We used to meet up there as often as we could. I remember them coming in and we all met them. They came in and they just said, we went to the cinema last night, we saw these two great films. And I said, what were they? They said, it was Mad Max and Mad Max 2. This was 1982. This was when Mad Max 2 had been released. It was a double feature. They put the Mad Max 1 on as a support film. I said, well, look, I'll go with you, but I really want to get to the pub afterwards. That for me, the weekend, getting out on the bike, going for a drink, that's what it was all about. So I remember going in and sitting down in the cinema, and I remember the start of the film, and there was something kind of incredible about the music that gave you the feeling that something really, really kind of special was going to happen, or something really energetic. And I was immediately drawn into it. This particular car that looked like an American car, but the steering wheel was on the right-hand side, and of course the landscape was very unfamiliar as well. When we got to the end of the film, I kind of was thinking to myself, oh my God, I can't believe what I've just watched here. We'd seen nothing like this before at all. It was just so fresh and original. It told a great story, and it was more believable because we didn't know who these actors were, and we were unfamiliar with all the surroundings and everything, so it was very, very believable. And I remember thinking to myself, if this is what the first film's like, what's the second film going to be like, The second film starting, and this rumbling music, this as the credits are coming up at the start, and I'm thinking, you can see the names there, Mel Gibson of course, but then, Vernon Wells as Wes, and Bruce Spencer's the gyro captain. I'm thinking the gyro captain, and Emil Minty is a feral kid, and immediately I'm thinking to myself, this is going to be incredible. These characters, even the names are incredible, And then when it went into the opening montage with the fantastic narration by Harold Bajent, which is just absolutely superb. I remember the Road Warrior. Oh my goodness, I thought, what's this going to be, And then when it was kind of explaining there was a breakdown of society, and then when you had this long angle shot that went down to the road and the pan out of the blower, that was it. It was just right in there. It didn't leave you, and I was hooked. And I remember getting home, and I was sat at the kitchen table, and my mum came into the room. And she said, is everything all right? And I just remember saying to her, I said, Mum, I've just seen two of the most incredible movies that I've ever seen. I said, I couldn't even start to explain to you what they were, because if I try and tell you what they were, you probably think, oh my God, you need to go see it with us, Mum. You need to go see these two films. We were sat in a full cinema, and it was packed, but it was packed with punks, with mohawks and bikers. And here's my little old mum sat at the side of us, and I'm thinking, is she feeling intimidated? But when the film started, she was right into it just as everybody else, and the films were so engrossing for people that nobody was talking. Nobody was eating popcorn or making noises. People sat there and watched these films because these were special, special films, And I remember when the Mad Max 2 had finished, and their mum said, that was good, wasn't it? That was good. Et oui, vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Skylab, et c'était un extrait du film Archaeologist of the Wasteland réalisé par Melvin Z. Melvin Z qui est notre invité ce soir donc pour parler de son documentaire et de Mad Max, on va dire. En général. Ah, voilà, en général. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Peut-être une prochaine fois lors de la parution de ton livre qui est en rédaction en ce moment même. Tu es plutôt sur la fin. Tout à fait. Par rapport à il y a 2 ans. Je suis en train de peaufiner les corrections, les traductions d'interviews. Voilà. Et ça demande beaucoup de travail. Ça demande un peu de travail. Voilà, effectivement, un peu de relecture. Voilà. Bref, Archaeologist of the Wasteland, on va revenir un petit peu sur la production du film, si j'ose dire, car ton voyage en Australie en 2015 avait été financé, en l'occurrence, par une boîte de production basée à Paris, si je ne m'abuse. Oui, mais en fait, l'histoire je te coupe, mais l'histoire de la production est un peu étrange, parce que moi, j'avais zéro expérience
dans la réalisation de films, documentaires, courts-métrages. J'avais jamais fait ça de ma vie. Dans la captation même. Voilà, exactement, de manière générale, à part filmer mes vacances avec mon caméscope, ça n'était pas aller plus loin que ça. Donc, quand quelques mois avant le moment où Adrien avait choisi d'aller creuser dans le désert, il m'avait parlé de son projet, et moi ma première idée c'était de me dire genre quand est-ce que tu vas faire ça, parce que je veux être là. Donc c'était l'été 2015, donc en janvier-février, quelque chose comme ça, juste avant la sortie de Fury Road, et donc il prévoyait de faire ça pour août-septembre 2015, pendant l'hiver austral, l'hiver en Australie, parce que en plein été c'est impossible de rester dehors ou de travailler dehors, il fait beaucoup trop chaud. Donc ma première idée, c'était de filmer le truc moi-même et d'en faire une vidéo YouTube. Enfin, c'était pas plus ambitieux que ça. Et puis, je me suis dit qu'il y avait quand même une belle histoire. Ouais, il y avait un sujet. Donc, j'ai envoyé quelques mails. J'ai pas eu de réponse. J'ai essayé de me renseigner à droite à gauche. Et puis, j'en ai parlé à quelqu'un que je connaissais, Pascal Cid, et qui m'a dit, bah écoute, cherche pas plus loin. Avec Thomas Lubot et Éric Gendarme, on te paye le billet, on te prête du matériel, donc un 5D. Je me suis acheté un drone et du matos son, un Tascam et puis genre 3 micros. Et puis en avant Guingamp, comme on dit par là-bas. Et donc, parce qu'effectivement, du coup, sur place, tu étais le seul technicien, entre guillemets. Ouais, donc l'équipe était légère, très très légère. Enfin, j'avais personne d'autre. Donc de temps en temps, le fils d'Adrien m'aidait pour le son. Mais bon, toutes les interviews ont été faites avec moi qui filmais, qui interviewais, qui surveillais. Enfin, les conditions n'étaient pas toujours, idéales ou très faciles pour moi, mais j'ai pu compter sur 2 choses. La première, c'est que j'y suis resté 2 mois. Je connaissais déjà les gens, très bien les gens, donc ça m'a facilité énormément le travail. En restant 2 mois, en vivant chez lui, donc ça nous a permis de filmer tous les jours, et puis donc ça m'a permis déjà d'apprendre à utiliser un 5D, ce qui n'est pas hyper sorcier, mais bon, un minimum. Il y a quelques plans flous, voilà, sorte de choses que tu veux rater. Et puis après, j'ai bénéficié d'un autre truc, un truc qui donne une certaine couleur, une patte au film. C'est que quand tu es dans le désert australien, devant des bagnoles défoncées, et qu'il est 7h du soir, que la lumière est rase, etc., pour faire des jolies images, il y a juste à faire marcher la technique, ça marche tout seul, quoi. Donc je suis revenu en France avec, je sais pas, genre une quarantaine d'heures de c'est ce que rush. je me demandais. Est-ce que tu avais beaucoup de déchets? Parce que le film maintenant est un format de 52 minutes, on va dire, c'est à peu près le format des reportages télé de manière générale, mais je sais que tu avais beaucoup de matière et que tu as eu plusieurs montages différents avec des durées assez variables selon les potentielles exploitations qui auraient pu être faites. J'avais beaucoup de matière, pas forcément beaucoup de matière exploitable, parce qu'en rentrant en France, Pascal m'a présenté à Richard Riffaut, donc le monteur. Et donc lui m'a clairement dit direct, quand il a jeté un coup d'œil au rush, que mes 6 heures de vidéos de kangourou serviraient a priori à rien. Hein, mais tu auras pu les vendre à Vidéogag Oui, alors certaines, oui. Et donc, quand je suis revenu avec toutes les images, donc avant de tourner, j'avais écrit un vague synopsis, pour voir à peu près comment est-ce que les choses allaient se dérouler. Évidemment, ça s'est pas déroulé tout à fait comme prévu. Et donc, en rentrant, la première chose qu'on a fait, c'est les transcriptions de toutes les interviews, ce qui a pris déjà des mois. Et à partir de là, j'ai écrit un scénario, et que j'ai passé au monteur. Et là, je me suis retrouvé face à 2 problèmes. Enfin, Richard m'a confronté à 2 problèmes. C'est que le premier, mon scénario était beaucoup, beaucoup trop long. C'est-à-dire que c'était inenvisageable de faire un film de 4h30. Donc il fallait resserrer énormément. Et puis, l'autre truc dont je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est que j'avais écrit mon scénario comme si j'écrivais un article pour un journal, et que l'écriture pour un article et l'écriture audiovisuelle, c'est 2 choses différentes. Et donc, à partir de là, sur l'histoire, sur la façon de raconter l'histoire, c'est Richard qui a pris les choses en main. Ce qui fait que moi, à la fin, d'un côté, j'ai apporté les images et puis ma connaissance du sujet, et Richard a apporté son talent et son expérience dans le montage, quoi. Ce qui fait que
moi je suis un peu, alors bon, les choses se font comme ça quoi, mais je suis un peu peiné de voir genre qu'il y a mon nom réalisé par Melvin Z genre au bout de 3 secondes et qu'il faut attendre la fin du film pour voir le nom de Richard, vu que pour moi c'est presque une co-réalisation à ce niveau-là quoi, étant donné que n'ayant vraiment aucune expérience en la matière et le montage s'étant fait en gros sur notre temps libre sur à peu près 2 ou 3 ans, j'ai pas eu c'est Richard qui a fait le film derrière quoi. Donc moi à l'arrivée je suis super content de voir le résultat fini. C'est la façon dont il est fait, c'est vachement télévisé. Peut-être j'aurais aimé un truc un peu plus cinématographique, mais bon, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait quoi. La première chose qui a vraiment changé, c'est que les premiers montages, on avait inclus des images du film, et que pour des questions de droit, on a dû enlever tout ça. Oui, donc ça. Que ce soit les images de Mad Max 2 ou bien de la bande-son, notamment de la musique de Brian May. Ouais, voilà, ça, on n'avait pas le droit, quoi. Donc ouais. Donc, moi, après, quand je vois le résultat fini, il y a plein de choses qui me mettent, qui me satisfont énormément. Rien que le fait, déjà, que le film soit terminé et qu'il ait été projeté, sa première projection, ça a été à Tokyo, dans une convention Mad Max devant 300 bikers. C'était déjà quelque chose de fort sympathique. Et la première quand même. projection en salle, ça a été au PIF, donc au Festival du film fantastique de Paris, en décembre dernier. Donc c'était au Max Linder, j'étais hyper content, quoi. Après, une fois que le film est terminé, rétrospectivement, et puis avec un peu plus d'expérience, donc avec cette expérience-là, l'ayant fait une fois, je vois tout ce que j'aurais peut-être dû faire ou pas faire ou faire autrement, quoi. Donc il y a forcément une petite frustration à partir du résultat final, quoi. Mais bon, je suis essentiellement quand même content du résultat, hein. C'est l'histoire que je voulais raconter, et sur les quelques projections publiques qu'il y a eu, les retours sont plutôt positifs. Et d'une manière générale, c'est pas tant qu'ils sont positifs par rapport au film. Évidemment, ça me fait plaisir, mais ils sont surtout positifs par rapport à la façon dont les gens perçoivent Adrian et son aventure, quoi. On voulait absolument éviter de le faire passer pour un frics complètement dément. Oui, c'est pas un striptease, on voulait pas le ridiculiser, ou absolument pas, quoi. Parce que par moment la ligne est un peu fine. Et effectivement, sur certains trucs, quand on est impliqué à ce point dans quelque chose, présenter de manière un peu brute à des gens qui se rendent pas compte de ce que c'est que ce travail au quotidien, ça peut parfois paraître un peu déraisonnable ou irrationnel, quoi. Et ça l'est pas forcément. Donc c'était une des idées du film, c'était de montrer que ça peut être irrationnel, mais il y a une passion qui rend le tout cohérent. Mais je crois que, moi j'ai eu l'impression, moi j'ai pas eu l'impression que ça se moquait d'une quelconque manière, hein, du sujet de ton documentaire, et surtout je pense que c'est aussi lié au montage, c'est-à-dire que il y a quand même, tu laisses quand même pas mal de place, en tout cas dans la version que moi j'ai vue, tu lui laisses quand même pas mal de place pour expliquer comment est-ce qu'il en est venu à aimer Mad Max. Et c'est vrai que pour moi ça participe beaucoup à l'identification qu'on peut ressentir vis-à-vis de lui, c'est-à-dire que effectivement, même si quelque part il est dans une forme d'excès par rapport au film, pour aller jusqu'à vivre là-bas, etc. Tout ce qui se rapporte, moi toute la partie je trouve qui se rapporte à sa découverte du film avec sa mère, etc. Enfin, je trouve que c'est vachement touchant, en fait, et du coup ça le rend pas du tout bizarre, en fait. C'est-à-dire que tu vois bien que le processus, comment est-ce qu'il en arrive justement à une certaine forme de radicalité, en fait, vis-à-vis de son contact avec le film, son rapport avec le film, quoi. Ouais, tout ça c'est une question d'équilibre entre présenter la vie d'Adrian d'un côté, Adrian qui présente son musée et un peu son quotidien, donc une petite visite de musée, genre montrer les véhicules, etc., qui peut par moments se rapprocher presque à un début de documentaire sur le film, quoi, parce que là on a Adrian qui parle directement du film, et puis il y a l'aventure, la troisième chose, l'aventure que ça représente que de partir dans le désert avec un tractopelle et d'aller faire des trous, qui comment dire, c'est à la fois enthousiasmant, drôle, il y avait
il y avait du suspense parce qu'on se demandait est-ce qu'on va trouver ce qu'on cherche. Enfin, c'était une aventure en soi qui était vraiment amusante. Et pour comprendre cette aventure, faut comprendre la passion dévorante d'Adrian. Et pour comprendre la passion dévorante d'Adrian, il faut capter d'où ça vient, quoi. Donc l'idée du film, c'était de jouer un peu sur ces trois choses-là, quoi. Et surtout, je te coupe, Thomas, hein, mais surtout d'éviter au maximum d'avoir un film qui soit une sorte de making-of de Mad Max 2 ou un documentaire sur Mad Max 2, quoi. Donc évidemment, ça parle de Mad Max 2 pendant 50 minutes, quoi, mais c'est un documentaire sur le Lascar, quoi, pas sur et sur ça, et sur le fait d'avoir une passion, mais pas forcément sur le sujet de la passion en soi, quoi. Donc c'était quelque chose de pas facile, et après je me rends pas bien compte si vu la connaissance que j'ai du sujet et vu la proximité que j'ai avec Adrian, c'est difficile de se rendre compte si c'est réussi à ce point-là, quoi, à ce niveau-là, quoi. Après c'est un petit documentaire d'1 heure, c'est pas comment dire, on part pas pour les Oscars avec, hein, donc non, mais moi il y a quand même un truc moi qui m'avait bien plu, moi, dans le documentaire, c'était finalement, au-delà de la connexion, on va dire, littérale entre le film et Adrian, moi je trouve qu'il y a, dans cette histoire d'archéologie, il y a quand même un truc qui a à voir aussi avec ce dont parle Mad Max, qui est quand même une tétralogie qui a pour but de construire un univers, de construire une mythologie. Voilà. Et c'est même inscrit dans les dialogues, dans le premier. Enfin voilà, il y a toujours cette idée d'héroïsation, de mythologie. Et je trouve que le fait d'aller fouiller comme ça du matériau qui est du matériau finalement d'il y a 40 ans, mais de le faire comme si c'était aller fouiller des temples grecs, je trouve que ça rebondit un peu avec cette idée de mythologie quand même, qui est comme très présente dans Mad Max. Puis c'est un truc qui est propre à la cinéphilie aussi, de mecs qui vont sur des lieux de tournage qui les refont. C'est ce que j'allais dire, parce que il y a un truc amusant, c'est qu'en même temps où on faisait donc le film, Archaeologist of the Westland, en Espagne, ils faisaient le cimetière Hearst sur les gars qui ont remis en état le cimetière du Boulin-Bretelle le Truand, et sur le film Podam, où des vrais archéologues sont pour le coup allés faire des fouilles sur les lieux dans la forêt, sur les lieux du tournage du film Podane avec de Demy. Et donc c'est trois approches différentes, surtout entre Podane et Mad Max, parce que d'un coup on voit des gars avec des petits pinceaux qui récupèrent des perles qui viennent de la robe, genre dans la terre, et de l'autre côté on a des gars avec des tractopelles qui sortent des pneus énormes et des morceaux de tôle. Donc il y a toute la différence de délicatesse qu'il y a entre Podane d'un côté et puis Mad Max de l'autre. Mais c'est raccord avec l'ambiance des films, par contre. Exactement, quoi. Donc c'est un truc qui est tu parlais de mythologie, mais c'est exactement ça. C'est entre cette mythologie culturelle des gens qui partent fouiller nos racines culturelles. Donc, mais ça va des conventions aux cosplayers, à toutes ces choses-là. Donc, il y a ça d'un côté, partir fouiller dans Mad Max 2 et puis réinvestir Mad Max 2 d'une manière presque post-mortem, un peu différente. Et puis d'un autre côté, il y a aussi toute la mythologie sur laquelle surfe Mad Max. C'est une mythologie qui est présente en Australie, qui n'est pas présente uniquement que dans Mad Max, qu'on voit dans les années 70 dans d'autres films. Ça peut être les voitures ont mangé Paris ou F.J. Holden ou d'autres films qui parlent du rapport que les Australiens ont avec la bagnole, quoi. Et en partant de Bradford pour aller vivre en Australie, genre à Silverton, il y a ce voyage à l'intérieur du film, mais il y a aussi ce voyage à l'intérieur de la mythologie australienne qu'il y a autour des moteurs et des bagnoles, parce que même sans Mad Max, les gens avaient déjà des baraques avec des granges dans le fond dans le fond du jardin, avec 5, 6, 10 motos décarcassées qui rebricolaient ensemble, etc. Ce que je veux dire, c'est que la mythologie de Mad Max autour de la bagnole a pas été créée par le film, quoi. Elle s'appuie sur quelque chose d'historique, qui existe vraiment, qui vient des années 60-70 en Australie, et que Adrian a rejoint, parce que si on kiffe les Ford Falcon, les V8, les grosses bagnoles, les trucs comme ça, l'Europe, c'est clairement pas le pays où il y a ça, quoi. Et l'Australie, c'est vraiment le pays du truc. Oui, et puis c'est pas un territoire où on peut faire ça. Il y a aussi ça, parce que c'est vrai que les États-Unis et l'Australie partagent quand même cette idée d'open range, quoi, c'est-à-dire d'espace où il y a des routes toutes droites et on a l'impression qu'il n'y a rien, quoi. Enfin, voilà, oui, à la différence près que
sur un point de vue mythologique, la frontière aux États-Unis, c'est une histoire réglée. Ils sont arrivés au Pacifique et c'est la route, elle est close, quoi, elle est terminée, quoi. Alors qu'en Australie, la frontière intérieure, ce qu'ils appellent le cœur mort, reste une frontière non, comment dire, qui n'a pas été franchie, quoi, qui n'a pas été maîtrisée, quoi. Et par exemple, on considère Broken Hill comme la dernière ville frontière avant le désert où après il reste quasiment plus rien, quoi. Donc on reste encore dans cette culture un peu western, Far West, et dangereuse, non résolue, quoi. Donc les véhicules jouent énormément de ce truc-là. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment l'idée que le véhicule est comment dire, synonyme de rester en vie, quoi, du déplacement, alors qu'en Australie, dans le désert, il y a encore énormément ça, quoi. Et ce qui fait qu'on ne sait pas trop si on le voit parce qu'on a vu Mad Max ou si on le voit dans Mad Max parce que c'est vraiment présent. Moi, je l'ai vu parce que je l'avais vu dans Mad Max. Je connaissais Mad Max avant de connaître l'Australie, quoi. Et je me suis rendu compte, en fait, en allant en Australie, que Mad Max était un film vraiment à ce niveau-là profondément australien. Et comme pour d'autres exemples que je prenais tout à l'heure, il y a plein de choses qui, en tant qu'Européen ou en tant que Français, m'apparaissaient comme étant de la science-fiction, et notamment le rapport qu'ils ont au véhicule dans le premier film, et qui en fait c'est juste comment dire, une mise en image du rapport qu'ont les Australiens avec leur véhicule, dans un cadre qu'on retrouve dans plein d'autres films des années 70 australiens. Ça peut être genre Sunday Too Far Away sur les tondeurs de moutons, Bluefin avec les pêcheurs de thon, les films sur les mineurs, etc., ou même Waking Fright, des choses comme ça, où c'est toujours le même principe d'une bande de mecs et de leur masculinité contrariée ensemble, quoi. Donc dans Mad Max, on a une bande de mecs qui expriment leur masculinité sur la route avec des bagnoles. C'est juste un peu plus fantastique que l'approche ultra naturaliste qu'ils avaient dans le reste du cinéma, enfin dans une partie du reste du cinéma australien des années 70, mais c'est connecté énormément, quoi. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait dire si on avait le temps, Thomas. Oui, merci Melvin. Et donc on va faire une nouvelle pause puisqu'on parle de voiture et on va entendre notamment le véritable Mad Max, Max Aspin, qui parle des cascades et de sa destinée. When I did the stunt, it's just one of those many stunts that I did over the years in films and 5 years in the French Helldivers. It's just a matter of setting the right angle of the ramp, talking with the director and the cinematographer exactly where they're going to shoot from and how I can roll the car safely without hitting the film crew. If I go too slow, it won't be a good stunt. But if I go too fast, I might go past the cameras and muck up the shot. You drive a little car on two wheels, it's easy. You get a big car like a big Jag, it's very hard to get up the ramp and drive on two wheels. The next night when we seen rushes, the crew stood up when they seen the stunt and started clapping. And George Miller came across to me and said, Max, you know, that's the very first stunt of the film, and this could be a start of something good. I've got a feeling about this. And I was pretty proud, but nervous because this was the very start of the film. And I felt good that the crew stood up and gave me a standing ovation. It's a long time ago. I'm not so well anymore. I thought stunts were hard enough, but getting old, that's worse. We won't ask you to do it again then, Max. Stay in the passenger seat. My rolling days are over. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était un nouvel extrait du documentaire Archaeologist of the Wasteland, dans lequel on a pu entendre le chef cascadeur de Mad Max 2, Max Aspin, qui parlait rapidement de son parcours avec les French Helldivers et de quelques cascades qu'il avait réalisées sur Mad Max 2, et on va dire de sa destinée et du fait que quand même vieillir c'est moche et que finalement faire des cascades hyper dangereux, ça fait beaucoup moins mal
qu'avoir mal au dos. Ouais, que vieillir, ouais. Bah ouais, Donc Max Aspin, excuse-moi si je te coupe, qui est mort donc il y a 3 ans. Il est mort en février 2016, donc Oui, très c'est peu ça. de temps après que tu aies tourné ton documentaire. Donc finalement, tu as peut-être la dernière apparition de Max Aspin C'est vrai. à l'écran. Et donc effectivement, lui, c'est un des grands cascadeurs et qui était surnommé Mad Max justement et qui donc a fait beaucoup dans. C'est ce qu'il prétend. Après, Ouais. j'ai pas de. Il a écrit sa propre légende. Ouais, voilà. En tout cas, et est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur la figure de Max Aspin, pas forcément, on va dire, dans son parcours dans le général, détail, ouais, mais en tout cas dans Mad Max. Max Aspin, déjà, c'est une des personnes que j'ai pu rencontrer par l'intermédiaire d'Adrian sur un voyage qu'on avait fait ensemble à côté de Sydney, où il habite donc il habitait avec sa femme Del Aspin, qui s'occupait des animaux sur le film. Puis dans plein de films, celle qui s'occupait des cochons de Razorback, elle s'occupait sur plein de films australiens des animaux. Et donc, je l'ai rencontré plusieurs fois, et donc j'étais déjà très heureux de pouvoir discuter avec lui, et c'est ce qu'on appelle genre un personnage bigger than life. Donc il était déjà diminué il était déjà très malade quand je l'ai rencontré, quoi. Mais oui, on voit dans le film parce qu'il a une canne comme il a un peu de mal à marcher. Des problèmes de santé, il a fait beaucoup d'excès. Hein. Donc c'est quelqu'un qui dans les années 60 était pilote de course, qui s'est rendu compte rapidement qu'en fait ce qu'il préférait dans une course, c'était pas forcément arriver au bout ou gagner, mais c'était faire des tonneaux et des trucs comme ça. Et péter donc, sa voiture. Voilà, exactement. Donc il s'est retrouvé embringué dans un groupe de cascadeurs qui faisait du cirque, avec, la voltige en voiture, avec des bagnoles, donc des mecs de Toulouse qui s'appelaient donc les French Helldriver. Et donc c'est avec eux qu'il a appris à casser des voitures dans tous les sens possibles, quoi. Et donc suite à ça, en Australie, il a commencé à faire un peu de cascade dans des séries télé, des trucs comme ça, des petits films, donc des trucs de bagarre, et puis un peu de pilotage de bagnole. Et Mad Max 2, ça reste a priori sont vraiment son chef-d'œuvre, quoi. C'est le film où il était donc chef cascadeur, donc il a géré la plupart des cascades. C'était géré à l'ancienne, c'est-à-dire pas tout à fait, c'était plus géré comme il gérait ça dans un cirque. Les normes de sécurité n'étaient pas tout à fait. Donc c'est tout pour la beauté du geste, et puis on verra bien donc ce qui l'a amené à l'hôpital et ce qui a amené une partie des cascadeurs du film à l'hôpital. Mais au final, le résultat est sur l'écran. Donc il avait qu'une jambe cassée, il s'est pété la colonne, il s'est pété la cheville, mais ça le rendait hilar, hein, il était hyper content. Et tant qu'à l'écran, on voyait de la tôle froissée dans tous les sens. Je pense que le dernier grand film sur lequel il est participé, c'est a priori un film dont on ne parle pas assez sur les ondes de la radio. C'est Crocodile Dundee, donc, où il gère les bagarres. Genre on le voit au début du film dans la bagarre qu'il y a dans le bar, on le voit coller quelques tartes. Et puis bon, sa carrière c'est un peu... parti un peu en cacahuète dans les années 80. Ils ont eu des gros problèmes personnels. Et ce qui a mené à son éviction du milieu cinématographique, hein, puisqu'il buvait beaucoup trop. Donc faire les cascades en étant alcoolisé, ivre, ça posait des problèmes. Et donc c'est une histoire, toute son histoire, c'est vraiment, il y aurait vraiment de quoi faire pareil un documentaire. Mais je trouve justement parce qu'il y a vraiment un côté que dans ton doc, c'est un des aspects les plus émouvants, effectivement, essentiellement tragique, hein, sur la destinée de ce personnage. Très charismatique, très sympathique, parfois un peu over the top, hein, et donc il était déjà très malade quand on a fait le documentaire. Il a voulu revenir sur les lieux du tournage de Mad Max 2. Donc il dit à un moment qu'il n'était jamais revenu. Il était jamais revenu à Mundi Mundi, qui est un des lieux, mais il était revenu là où il y a eu les fouilles qui ont été faites, parce qu'il il s'est occupé de faire les cascades de Razorback, qui a tourné au même endroit 2 ans après Mad Max 2, avec une partie de l'équipe de Mad Max 2, hein, c'est le même chef-op Dean Semler. Et donc oui, on était hyper fiers que Max ait pu venir et pu être présent dans le film, parler un peu avec lui, parce que pour le coup c'était une façon de mettre un lien direct entre quelque chose qui vient vraiment du cœur de Mad Max 2 et de montrer un peu la proximité que Adrian avait avec pas forcément George Miller ou pas forcément Mel Gibson, mais avec
pour ces gens-là ce que eux considèrent étant comme vraiment le cœur du truc, plus que le gars qui tourne le film ou le gars qui va le monter, mais le gars qui conduisait la voiture et puis qui a réussi à faire genre un tonneau à la Landau, quoi. Parce que quand nous, en tant que spectateurs lambda, on voit ça, on se dit ah la belle voiture, ah bah fait un tonneau. C'est des comment dire pour les fans de moteur, ils sont comme fous, quoi. Parce que c'est retourner faire un tonneau à une voiture comme ça, c'est vraiment pas évident. Il en parle vite fait parce que c'est un gros truc super lourd, etc. Et une partie des cascades ou une partie des choses les plus dangereuses qu'il y a dans Mad Max 2, c'est des choses qu'Adrian m'a montré. Il m'a dit regarde à ce moment-là, il regarde cette voiture, elle fait ça, ou regarde lui, il fait ça. C'est hyper dangereux parce que à pas grand-chose, s'il se loupe, il est mort. Et c'est pas forcément les cascades les plus spectaculaires, ce qu'on pourrait noter le plus, quoi. Et c'est un des trucs qui marche énormément et qui fait que Mad Max 2 marche encore aujourd'hui, c'est que les risques que prennent les personnages dans l'histoire, ou les risques que prend Max, ou les risques, enfin, ce sont des risques que les cascadeurs ou les pilotes ont pris pour de vrai, quoi. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, quoi. Donc nous, en tant que spectateurs, on est impressionnés par ce que font les personnages du film, mais des gens comme Adrian sont impressionnés par ce que font les pilotes, quoi. Nous, on se pose pas trop. En plus, on vient d'une génération où on se pose pas trop la question de ce genre de trucs, hein. On pense qu'il y a des effets spéciaux. Et surtout comme quand moi, on sait pas conduire. Oui. Et justement, moi, dans le film, à la fois sur Adrian et sur Max Aspin, je trouve que c'est les choses qui me plaisent le plus, c'est sur la question du filmage. Et du point de vue où on dit justement il n'y a pas de trucs condescendants, je trouve qu'ils sont très bien représentés et leur discours est vraiment touchant. Et je trouve que c'est les choses qui fonctionnent le plus, parce que parfois je trouve que dans ton film c'est un peu déséquilibré, notamment quand à un moment donné ils vont voir plein de lieux de cascades et que ça devient un peu un catalogue finalement des différentes cascades qui ont été faites, qui sont très intéressantes en soi mais qui auraient mérité soit d'être développées sur 2 heures, soit d'être c'est la partie où comment dire, le film s'intéresse à Mad Max 2 au lieu de s'intéresser au musée juste un peu trop dans les premiers montages, cette partie-là était encore plus longue. Il y avait plus d'objets qu'on montrait, et on a réduit ça parce qu'on s'est rendu compte que bah oui, c'est pas un film sur le musée, sur les objets du musée. C'est un film sur le gars qui va chercher ces objets. Mais oui. Mais voilà, c'est pas un des griefs, mais c'est un des trucs dans toutes les fois où j'ai vu le film compris. qui me paraissait un peu. Non, mais je ne dis pas ça pour vous déranger, monsieur Z. Mais je sais bien que j'ai. Vous battez pas. On en reparlera tout à l'heure. Oui, c'est ça, oui. On va pas recommencer. Non, donc voilà, sur les fouilles qui ont été faites au Pinnacle, ont été un échec, entre guillemets, en tout cas à l'époque du tournage, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver les voitures qu'ils voulaient trouver, justement. T'es en train de spoiler le film qu'on va voir. Non, c'est pas un spoil. Mais à la fin, on va dire qu'il y a une suite qui est annoncée, en tout cas, ce qui serait peut-être c'est un peu un gag. Alors autant j'ai pas eu vraiment de comment dire de marge de manœuvre sur la réalisation en tant que telle, le choix des cadres, etc., la façon de réaliser un film. Pour moi, c'était vraiment hyper naïf. C'est-à-dire que les cadres, déjà, j'ai essayé pour la plupart. Mon premier souci, c'était que ça soit le plus net possible. Et après, parfois, de temps en temps, j'essayais de construire des cadres que je trouvais chouettes, mais ça s'arrêtait un petit peu là. Après, si je devais demain réaliser à nouveau un film, je me poserais un peu plus de questions sur la façon de tourner, quoi. Là, pas trop. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu, comme j'ai pu. Donc je sais plus pourquoi j'étais parti là-dessus, mais. Et non, docteur. Non, mais en même temps, justement, tu dis ça s'arrête là, mais en même temps, au contraire, c'est justement plutôt le début. C'est-à-dire que faut bien commencer par là. De toute façon, quand on est autodidacte, voilà, le premier film, c'est là où on fait justement. Tous les essais en fait, avec ce que ça représente aussi, des trucs après qu'on va se dire, par exemple, j'aurais pas fait ça comme ça. Pour Max Aspin, je savais à peu près ce que je voulais vaguement faire, mais j'avais aucune idée de comment m'y prendre dans la façon que je devais avoir de m'approcher de Max avec ma caméra, de comment filmer ça. Il y avait entre l'idée de ce que je voulais faire et de ce à quoi j'espérais que le film allait ressembler et mon approche technique. Bon, c'était comment dire. C'était pas très connecté, quoi. J'ai fait ce que j'ai pu, comme on dit. Mais bon, au final, ça marche plutôt pas mal, puisque comme il y avait de la matière, Richard a pu sortir sa magie et faire ça bien. Hein. Non, mais finalement, t'as réussi à trouver la distance, en fait. Pas forcément au moment du tournage, mais par le montage, par la manière dont c'est découpé, t'as quand même, t'as quand même
Moi, je trouve que ça soit avec Max Aspin ou avec avec la plupart des personnages du film, parce que pour moi, même en documentaire, c'est toujours des personnages quelque part, même si c'est des personnages réels. Et je trouve qu'il y a quand même, moi je trouve pas qu'il y ait de problème de distance. Je trouve qu'au contraire, la distance, tu l'as trouvée, peut-être pas au moment du tournage, mais en tout cas au moment du montage. Moi je trouve que ça ce que je veux dire, c'est que ça s'est révélé en tout cas. La façon dont instinctivement tu l'as fait, ça apparaît dans le film. Pour moi, c'est quelque chose qui est né au montage. Plus que moi dans la réalisation. Moi, j'apportais, comme je disais tout à l'heure, j'apportais une connaissance du sujet et puis une proximité, une connaissance et une proximité avec le sujet du documentaire. Après, en tant que réalisateur, mon approche technique était un peu frustrante à ce niveau-là, quoi. Je suis resté un peu à la porte du truc parce que c'était puis bon, c'était un peu compliqué parfois c'est pris sur le vif, quoi. Donc en fait mon taf, c'était d'être là et puis d'arriver à capter ce que je voyais de la façon dont je le voyais, quoi. Ce qui est en fait ce que j'ai fait pour le documentaire, mais ce que j'aurais fait exactement, ou j'aurais fait pratiquement la même chose si la finalité ça avait été un article dans un magazine. Sur la suite du film, en tout cas son exploitation, va y avoir une édition en vidéo, Blu-ray. des Blu-ray, voilà, parce que tu travailles sur des bonus notamment. Une édition Black and Chrome. Black and Chrome. Est-ce qu'on en sait plus sur la date potentielle de sortie? Non. Chez qui? Quel bonus? Un commentaire audio peut-être? Des images inédites? Un bêtisier? Il y a Un karaoké. Il n'y a pas de karaoké, malheureusement. Mais il n'y a pas de chanson non plus. Donc, mais un karaoké où on ferait juste. Tu vois, on ferait juste. On ferait des bruits de voiture. Oui, non. Avec une petite balle qui saute en bas. Donc j'ai profité des bonus pour demander à Richard de faire des petits montages avec des images qui n'avaient pas trouvé leur place dans le film. Notamment, on a un petit module sur l'interceptor. Donc c'est 3 minutes d'images d'Adrian en train de conduire l'interceptor. Il y a des images de Silverton, des environs, etc. Des trucs un peu contemplatifs. Et puis il y a il y a 2 petits modules interview. Il y a un peu plus d'interviews d'Adrian, de choses qui pareil n'avaient pas trouvé leur place, mais que je trouvais qui n'étaient pas forcément inintéressantes. Et puis on a eu un après-midi où sur la terrasse on a discuté avec Max Aspin. Ça a été enregistré, donc c'est pas vraiment une interview, c'est plus une discussion informelle. Et donc on a gardé je sais pas, genre il doit y avoir 5 ou 6 minutes de discussion avec Max, parce que je me dis il raconte des anecdotes et puis c'était chouette de pouvoir le voir mais pas monter dans le film, mais un peu plus au naturel et comment il était. Je connaissais pas bien, moi je l'ai vu 3 ou 4 fois, quoi, quelque chose comme ça, mais bon, ouais, je sais sa disparition était un peu tragique et que si d'une certaine manière on arrive à le rendre un peu plus sympathique, à le remettre un peu sur le devant de la scène, ce serait super chouette, parce que le film Mad Max 2 il lui doit énormément, quoi. Et puis c'est comment dire, pour le coup, comme on disait, on l'appelle le vrai Mad Max, c'est parce que il s'appelle Max et qu'il faisait des choses comme ça bien avant que ça soit popularisé au cinéma, quoi. Donc c'est vraiment il symbolise le plus ce que c'est que ce qu'on imagine être Mad Max. C'est vraiment des gens comme ça qui l'incarnent pour de vrai, quoi. Nettement plus qu'un acteur comme Mel Gibson qui sait pas conduire, quoi. Et qui n'aime pas les cascades et qui n'aime pas spécialement Mad Max non plus. Donc c'est une manière un peu, essayer de lui rendre hommage d'une certaine manière, quoi. Donc il y a ça dans les un bel hommage. Quelques petits trucs. Bon, voilà, donc ça devrait sortir, je pense, au printemps prochain. S'il n'y a pas de reconfinement. Même s'il y a un reconfinement. Non, là pour l'instant on voit ça un peu plus tard, parce que comme on est encore en train d'organiser des projections dans des salles à droite à gauche, normalement on pensait le sortir en fin de cette année, mais on pensait faire toutes les projections et donc notamment ton documentaire qui passe à Rennes, l'Arvor, jeudi prochain, donc le 29 octobre, en double programme avec Mad Max 2. Voilà, quelle bonne idée. Quelle riche idée, bravo l'Arvor, bien pensé. On va devoir s'arrêter là. Melvin, merci d'avoir accepté notre invitation.
final. En final. Non, mais c'est très gentil de m'avoir invité. Et puis j'espère que on se verra tous jeudi. Voilà. J'espère Pour le chèque, on verra ça. Voilà, en j'espère bien sûr nous pourrons revoir lors de la sortie de vos autres projets que tu as sur le feu, notamment ton livre. Oui. C'est Arlésienne. Avant avant que tu t'attaques à ton prochain opus magnum sur Mike Dundee. Mick Dundee. Voilà. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Donc merci docteur. Oui, pas de quoi. Merci Valentin la technique et merci pour l'accueil puisque nous avons enregistré cette émission un peu en avance. Donc nous sommes dans le salon de Valentin. Merci beaucoup. Merci Melvin. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir.